La prochaine présentation est sur comment aller sur Mars, avec des idées très intéressantes. Notre présentateur a un doctorat en maths et il travaille actuellement à la mission opérationnelle allemande sur le sujet. Bonjour et bienvenue à La propulsion n'est pas une option. Comment aller sur Mars vraiment lentement. Mon nom est Sven, je travaille au German Operations Center. Et premièrement, je vais m'excuser parce que j'ai un petit peu triché sur le titre. Le vrai titre devait être « Comment réduire la propulsion ». Comment aller sur Mars ou Mercure assez lentement. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je vais utiliser Mercure comme un exemple, plusieurs cas. Et en fait, on va pas pouvoir se débarrasser complètement de toutes les manœuvres de propulsion. Le but de cette présentation est de vous présenter un petit peu la mécanique orbitale, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les techniques pour aller sur notre planète, amener un vaisseau sur notre planète, et aussi aller un peu loin, en commençant notamment par la gravité et un problème à deux corps. Ensuite, nous allons parler de deux techniques pour aller jusqu'à Mars, par exemple, le transfert Hohmann et l'aide de la gravité. Et le troisième point, ce sera une extension de tout ça, avec la restriction en plan circulaire et le problème à trois corps. Et finalement, nous aurons un avant-goût de certaines façons de devenir encore plus efficace en regardant ce qu'on appelle la capture balistique et les liens de stabilité faibles. Alors commençons. Pour commencer, nous allons parler de la gravité et d'un problème de corps. Actuellement sur scène, j'ai une accélération vers le bas, la Terre qui m'attire. C'est la chose qui arrive à tous les corps qui ont des masses. Elles sont attirées entre eux par la force gravitationnelle et cette force accélère les objets de l'un vers l'autre. Comme vous remarquez, cette force dépend de la distance. La force devient de plus grande au plus les objets sont proches. On ne peut pas vraiment analyser tout ça dans tous les détails, mais je vais faire quelques présupposés. Le premier, ça va être que les corps qu'on va utiliser seront représentés sous la forme de points. On va les considérer comme des points. Parce que sinon, ce serait trop compliqué. Tous nos satellites vont aussi être considérés comme des points. Une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est que il va falloir se préoccuper de l'attitude des satellites. Par exemple, un panneau solaire il va toujours être orienté vers le Soleil. Ça va compliquer un petit peu les calculs, mais on ne peut pas en prendre compte ici. Troisième point, c'est que nos planètes, on va les considérer sans atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de friction autour d'elles. Et enfin, on va considérer qu'on considère des mouvements sur un plan, en deux dimensions donc. Et on va aussi un petit peu oublier quelques planètes ou d'autres masses, si ça peut nous aider. Je vous le dis parce que je ne veux pas que vous repartiez de cette présentation et que vous commenciez à préparer votre mission interplanétaire, peut-être en commençant à lancer des vaisseaux dès cette semaine. Et un mois plus tard, j'aurai un email, ça n'a pas marché. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire quelque chose comme ça à la maison, il faut que vous consultiez votre service de dynamique des vols avant de vous lancer. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème à deux corps? Alors, si on regarde dans cet exemple, on a le Soleil et un vaisseau qui est attiré par le Soleil. Alors, le Soleil est beaucoup plus gros que le vaisseau spatial, et donc on va pouvoir négliger la force du vaisseau sur le Soleil. À la place, on va considérer que le Soleil est un point et à s'intéresser à la force qui attire le vaisseau vers le Soleil.
En plus, vous pouvez remarquer que si vous précisez la position et la vélocité d'un vaisseau à un point donné, alors la force de gravité va déterminer toute la trajectoire du vaisseau pour tout le reste du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orbite. Et ça nous intéresse, c'est parce que nous, on va vouloir déterminer des orbites et réfléchir à l'idée de comment est-ce qu'on peut changer ces orbites. Et comment, par exemple, parvenir jusque Mars. Et une autre chose que vous, peut-être, savez déjà, de votre vie quotidienne, si vous prenez un objet et que vous le mettez assez haut, vous laissez le tomber, il va accélérer. Une manière de décrire ça, c'est de regarder à l'énergie. Il y a une énergie cinétique qui est reliée au mouvement, à la vélocité, et il y a l'énergie potentielle, qui est liée au champ gravitationnel. Une certaine partie de cette énergie est en fait conservée. Ce qui veut dire que quand le vaisseau bouge, par exemple, pour se rapprocher du Soleil, eh bien son énergie potentielle va diminuer et donc son énergie cinétique va augmenter. Vous pouvez voir par exemple ici on a deux corps. Si vous regardez bien, quand ils s'approchent le plus les uns des autres, eh bien leur vitesse augmente. Ça c'est quelque chose à garder à l'esprit. Alors comment est-ce que on va faire bouger notre vaisseau? On va partir du principe qu'on ne va pas utiliser d'engin à propulsion et qu'on va juste naviguer grâce au champ gravitationnel. Alors, il y a plusieurs formes que cela peut avoir. La première, c'est l'hyperbole. Donc, ce n'est pas une solution périodique. C'est-à-dire que notre vaisseau approche du vaisseau d'une planète depuis un point dans l'infinité, il va changer de direction et après il va repartir dans l'infinité. Une autre orbite qui peut arriver, c'est la parabole. C'est assez similaire. En fait, on ne va pas en parler pendant cette présentation, donc je ne vais pas m'attarder. Et la troisième, l'orbite la plus commune, c'est l'ellipse. En particulier, sous la forme circulaire. On sait par exemple que le Soleil tourne autour du Soleil dans approximativement un cercle. Ça, c'est une solution périodique. C'est une solution fermée. Et en particulier, elle est de telle façon que si le vaisseau est sur un de ses orbites, et si on ne fait rien, si on n'a aucune force sur le vaisseau, il va rester dans cette orbite pour un temps indéfini, en tout cas dans un problème à deux corps. Maintenant, on veut changer cet état. Donc, on veut faire quelque chose. On veut passer d'un cercle, par exemple, un cercle autour du Soleil, jusqu'à un cercle autour de Mars. Comment on peut faire ça? Eh bien, il faut qu'on fasse une sorte de manœuvre. Alors voilà une image d'un vaisseau. Et ce qu'il fait ce vaisseau, c'est qu'il émet des particules dans une direction, et ces particules ont une masse. Ces particules pourraient être du gaz ou des ions. Et parce que ce gaz et ces émissions ont un poids et un momentum, ça veut dire que le vaisseau va accélérer dans une direction contraire. À chaque fois qu'on fera ça, on va faire accélérer le vaisseau, c'est-à-dire changer sa vélocité. Et ce changement de vélocité, on va le nommer delta V. Delta V, ça va être la base, la quantité de base à laquelle on va s'intéresser dans cette présentation. Parce qu'elle nous décrit à quel point on doit utiliser de la propulsion pour changer notre orbite. Malheureusement, c'est assez cher de faire beaucoup changer le delta V. C'est à cause de l'équation de propulsion de Tsiolkovsky, qui nous dit que la dépense en fuel qu'on va devoir faire va être exponentielle pour faire augmenter delta V. Alors si on fait réduire le delta V en coût, ça va nous permettre de transporter plus de choses. Une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse, c'est parce qu'on veut d'une part réduire les coûts en utilisant moins
carburant. Et aussi, si on utilise moins de carburant, alors ça veut dire qu'on peut amener plus de choses avec nous, plus de charges utiles. Par exemple, pour faire des expériences scientifiques. Et c'est pourquoi dans notre vaisseau, c'est important qu'on s'occupe de réduire le delta V qui va avoir lieu durant les manœuvres. Donc, voici un exemple d'une manœuvre basique de faire la course avec une orbite. Donc imaginons un vaisseau qui a une orbite circulaire autour du Soleil par exemple ici. Ensuite, vous voulez peut-être augmenter l'orbite et augmenter l'altitude. Pour ça, vous pouvez juste accélérer dans la direction dans laquelle vous voulez. Donc on va avoir plus de delta V et ça va changer la forme de notre ellipse. Et ça, c'est un scénario très commun. Et un autre scénario, c'est si vous approchez une planète de très loin, vous aurez peut-être une vélocité relative très forte, et vous serez sur une orbite hyperbole. Donc vous allez en fait quitter l'orbite de la planète. Mais si c'est la planète que vous voulez atteindre, votre cible, vous avez en fait besoin de ralentir avant de pouvoir approcher la planète pour pouvoir rentrer en orbite. Donc, vous appliquez de la delta V dans la direction opposée pour changer l'orbite vers quelque chose que vous préférez, par exemple une ellipse. Parce que maintenant, avec une ellipse, vous pouvez rester proche de la planète, pour toujours. Continuons. Maintenant, on va appliquer ces connaissances pour aller par exemple sur Mars. Commençons par le transfert d'Oman. Là, Mars et la Terre, tous les deux orbitent autour du Soleil. Notre vaisseau spatial part de la Terre et maintenant on va aller sur Mars. Et comment est-ce qu'on fait ça? On peut appliquer ce qu'on vient de dire, on accélère, on quitte l'orbite de la Terre de telle manière que en fait, on applique une orbite autour de la Terre qui nous permet, ou dans autour du Soleil qui nous permet d'atteindre Mars. Donc on vole sur cette orbite pour la moitié d'une ellipse. Une fois qu'on a atteint l'orbite de Mars, on peut accélérer à nouveau pour, avec juste deux manœuvres, deux accélérations, on peut actuellement changer d'une orbite circulaire vers une autre orbite circulaire. Et c'est l'idée basique derrière un vol vers Mars. Voici une animation. Donc c'est l'orbite de la mission InSight, c'était une mission de la NASA vers Mars qui a atterri l'année dernière. Le cercle bleu est l'orbite de la Terre. En gros, on va le vaisseau et on va vers l'orbite de Mars. Vous pouvez voir que c'est en train de voler dans cette sorte de moitié d'ellipse. Cependant, il y a ce problème. En fait, quand vous arrivez vers Mars, Mars a besoin d'être là. Ça a l'air trivial, mais imaginez que vous volez par là et que Mars est ailleurs. Donc, ça arrive souvent quand vous jouez à Kerbal Space Program par exemple. On ne veut pas toujours jouer avec ça tout le temps, on veut vraiment aller sur Mars. Donc on a besoin de faire attention que Mars soit dans la bonne position quand on lance le vaisseau. Ça veut dire qu'on peut seulement lancer et enclencher la manœuvre d'Oman à des moments très spécifiques. Pour de la Terre vers Mars, c'est seulement possible tous les 26 mois. Donc si par exemple quelque chose n'est pas prêt, vous allez devoir attendre 26 mois de plus. Et le vol en lui-même prend à peu près 6 mois. Ok, très bien. Il y a une autre chose que nous avons un peu négligée jusqu'ici, c'est quand on part de la Terre, il y a la Terre principalement,
et son attraction gravitationnelle. Mais par exemple, maintenant, je suis sur l'estrade et j'expérience la gravité de la Terre, mais j'expérience aussi la gravité de Mars, mais je peux l'ignorer. Donc, au départ de notre mission vers Mars, on doit faire attention à ce qu'on prenne en compte les deux attractions. Et en fait, durant le vol, c'est l'attraction gravitationnelle du Soleil qui compte. Ensuite, quand on approche Mars, il faut qu'on prenne en compte l'attraction de Mars. Et on a un peu oublié ça dans notre transfert d'Oman. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous patchez, vous prenez ensemble des solutions. Et dans ce cas, il y a 3 sources d'attraction gravitationnelle. Donc on a 3 problèmes à 2 corps à considérer. Un pour départir la Terre, un pour la manœuvre d'Oman, et un pour quand on approche Mars. Donc ça rend tout ça un peu plus compliqué, mais c'est aussi sympa parce qu'en fait, on a besoin de moins de delta V, moins de poussée. Une raison pour ça, c'est quand on regarde Mars, la ligne verte, l'orbite de Mars, on peut en fait regarder à ce qui se passe sur Mars. On peut zoomer sur Mars. Donc Mars maintenant est, en fait, on va considérer ça immobile. Et maintenant vous voyez que la vélocité de notre vaisseau est très très élevée comparée à celle de la vélocité de Mars. Donc si on fait rien, le vaisseau va quitter l'orbite de Mars complètement. Donc ce que vous devez faire, vous avez besoin de ralentir pour changer votre orbite et rentrer dans une orbite autour de Mars. Donc on a besoin de ralentir. Un argument similaire pour la Terre, si vous faites un lancement vers l'espace, vous avez besoin de beaucoup de poussée pour éviter de retomber sur la Terre. Donc ça veut dire que vous avez déjà pas mal de vitesse et que si vous alignez votre orbite et que vous lancez correctement, vous aurez besoin vous aurez du delta V pour faire la transfert d'Oman. Et c'est peut-être... Très bien. Cette fois-ci, ce que c'est Oman Transfer. Maintenant, regardons l'assistance qu'on peut utiliser avec la gravité. On peut en fait utiliser les planètes pour avoir des fonctions de poussée. Sur l'animation du bas, vous voyez la photo avec une planète, c'est le point qui ne bouge pas. Et l'objet bleu, c'est le vaisseau. Et c'est sur une orbite hyperbolique et ça fait un tour à 90 degrés. Ça tourne à 90 degrés. Dans l'image au-dessus, vous voyez en fait, quand vous regardez ça du point de vue du Soleil, donc la planète est en fait en train de bouger quand vous êtes depuis le Soleil. Et vous pouvez voir que l'objet, une fois qu'il a dépassé la planète, il va plus vite. Et on peut regarder ce problème. Voici à nouveau la photo. Donc on a une vitesse d'entrée sur Mars. Ensuite on a une vélocité de sortie en sortant de l'orbite de Mars. Vous voyez que les longueurs sont en fait les mêmes. C'est la même vitesse, mais on a juste changé de direction. Mais maintenant, on peut regarder ce même problème, mais quand Mars est en train de se déplacer. Donc la vélocité qu'on voit vraiment, c'est la somme de la vélocité d'entrée sur Mars et de la vélocité de sortie de Mars. Et si vous regardez à ces deux flèches, vous voyez immédiatement que les longueurs sont différentes. Donc c'est le phénomène qu'on observe ici. Ce qu'on voit, c'est qu'en passant proche d'une planète ou d'un corps très massif, on peut gagner un delta V gratuit en quelque sorte. Bon, l'énergie est conservée, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Mais on ne va pas s'intéresser à ces détails. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette technique pour changer de direction. On peut également accélérer, dans l'exemple que je viens de montrer. On sait aussi l'utiliser pour ralentir.
on peut ralentir vous savez, en échangeant les flèches. Si on approchait Mars, par exemple, par une direction différente. Alors, regardons un exemple maintenant. Voici Bepi Colombo. C'est la raison pourquoi j'ai changé le titre. Parce que Bepi Colombo est une mission vers Mercure. Elle a été lancée en 2018 et elle contient deux têtes chercheuses et un propulseur. 2 sondes et un propulseur. Elle a une orbite très intéressante. C'est ce qu'on voit ici. Alors tout d'abord, la ligne bleue, c'est la Terre. La verte, c'est Mercure. Et ce qu'on voit autre, c'est Vénus. C'est le milieu. Et la rose, c'est Bepi Colombo. Alors c'est pas un transfert de Hohmann simple. Là, au fait, il y a 9 assistances de gravité qui sont utilisées. Si vous regardez le chemin, par exemple juste maintenant, c'est très proche de Mercure, parce que les dernières 5 ou 6 utilisations de la gravité lui ont permis de ralentir. Ça se fait beaucoup de delta V par rapport au Hohmann transfert, au transfert d'Hohmann standard. Alors, mais nous, on veut faire encore mieux. Et pour ça, on va rendre le problème plus compliqué. Pour espérer faire apparaître des choses intéressantes pour nous. On va regarder au plan circulaire restreint et au problème à 3 corps. Un problème à 3 corps, c'est-à-dire que maintenant, à la place de regarder 2 corps, on va en regarder 3. Alors, il y a des équations plus complexes, il va falloir nous aider d'ordinateur. Ici, je vais les représenter sous une forme graphique. Et on voit tout de suite qu'on ne voit rien. C'est très compliqué. Il n'y a aucun moyen de savoir vraiment comment formuler une solution pour un problème à 3 corps généralisé. Alors on va peut-être rendre le problème un petit peu plus simple. On va voir maintenant la restriction au plan circulaire. Il y a 3 mots. Donc le premier, c'est restreint. Ce qui veut dire que dans notre cas, un des corps qu'on examine, c'est un vaisseau. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus léger qu'une planète. Et donc on peut plus ou moins considérer qu'il a un poids négligeable par rapport au Soleil ou à Mars. On considère le Soleil et Mars, on considère que le vaisseau n'a pas d'influence sur le Soleil ni sur Mars. Et du coup, on n'a plus que 2 champs d'influence gravitationnelle à considérer. On va pouvoir négliger les autres. On va aussi postuler que les orbites de Soleil et de Mars ont des orbites circulaires, c'est-à-dire qu'ils tournent en cercle autour de leur point d'attraction. Dans ce graphique, par exemple, on peut voir que la situation à un point donné, plus tard quand les Mars et le Soleil ont bougé jusqu'au point rouge, où ils seront plus tard, les attirances gravitationnelles exercées sur le vaisseau auront changé. On va aussi regarder ça sous sous une forme plane, considérer que ça se passe sur un plan. Regardons maintenant la vidéo. Alors le framerate est très bas, c'est 2 images par jour. C'est Pluto et Charon. Pluto étant une ex-planète, comme vous le savez. C'était pris par New Horizons en 2016. Et ça montre que les deux ont une rotation autour de leur point d'attraction. C'est aussi ce qui arrive pour le Soleil et la Terre, ou le Soleil et la Mars, ou le Soleil et Mars. Ça signifie que, dans le cas du Soleil et de la Terre par exemple, le Soleil va faire des petits mouvements autour de son centre de gravité. Le problème reste tout de même difficile.
Alors il y a une autre manière intéressante de simplifier tout ça. Je ne peux pas vous le montrer ici, mais ceux qui sont chez eux peuvent le faire. Vous pouvez prendre votre ordinateur, vous pouvez le tourner à la même vitesse que cette image tourne. Ce qui se passe alors, c'est que les deux masses vont rester immobiles de ce point de vue. Mais attention à rien casser en faisant ça. Alors on va passer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un point de référence qui est en rotation. Et comme on regarde les choses d'un point de vue en rotation, on va voir apparaître deux nouvelles forces. La force centrifuge, celle qu'on a par exemple quand on joue, j'en sais rien. Quand vous faites tourner un enfant autour d'un cercle très, très vite et qui commence à presque voler et qui trouve ça cool. Et on a ce genre de force là sur le vaisseau. Et aussi il y a la force de Coriolis, qui est un petit peu moins connue et qui dépend de la vélocité du vaisseau. S'il n'y a aucune vélocité en particulier, alors il n'y aura pas de force de Coriolis. Alors notre nouveau problème a 4 forces. Et l'avantage, c'est que le Soleil et Mars ne bougent plus dans notre nouveau cadre de référence. Alors à quoi ça va ressembler? Eh bien, voilà un exemple d'orbite. Bon, ça a toujours l'air compliqué. C'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir dans un problème à 2 corps. Parce qu'il y a ces mouvements compliqués. On dirait que ça passe du Soleil à Mars après être resté près du Soleil pendant un long moment. Peut-être que certains d'entre vous ont lu le problème à tracor dans ce livre. Les 2 masses sont des planètes. Et vous avez une planète qui tourne autour de cette orbite. Là, ça c'est un vrai problème. En particulier, les saisons pourraient être complètement perturbées. Donc, c'est un problème qui est, au sens mathématique, chaotique. C'est-à-dire que, avec des conditions initiales très proches, si vous faites un petit changement, alors les solutions vont être très très différentes. Et c'est le cas ici. Ok, donc une chose qu'on peut demander, est-ce que c'est possible de mettre un vaisseau dans un système? Est-ce que c'est que toutes les forces s'annulent? En fait, oui, c'est possible. Et c'est au niveau des points de Lagrange. Donc si vous n'avez pas de vélocité, vous n'avez pas de force de Coriolis, donc vous êtes à nouveau à 3 forces. Et comme vous pouvez voir dans ce schéma, c'est possible qu'en fait toutes ces forces s'annulent les unes les autres. Maintenant imaginez que je vous donne des devoirs, calculer ces possibles points de Lagrange, où les forces s'annulent. Donc on va regarder le résultat de ça. Et il y a 5 points de Lagrange dans ce problème. L4 et L5 sont au sommet des triangles équilatéraux entre le Soleil et Mars. On a L1, L2 et L3 sur une ligne qui traverse le Soleil et Mars. Donc si le vaisseau est à un de ces points-là, il va rester immobile. Mais quelqu'un pourrait demander qu'est-ce qui se passe si on met le vaisseau proche d'un point de Lagrange? Donc c'est relié à ce qu'on appelle la stabilité, et vous pouvez calculer qu'autour de L4 et L5, L4 et L4 et L5, il va rester stable. Donc ils vont rester autour de ces points-là. Mais L1, L2 et L3 sont en fait instables. Donc si vous mettez un vaisseau là, en fait, au bout d'un moment, il va sortir du point de Lagrange. Mais ça prend un temps différent. Par exemple, si vous êtes proche de L2, ça prendra quelques mois. Si vous êtes proche de L3, ça pourra peut-être prendre 100 ans. Donc ces points sont en fait sont différents. Ok.
Est-ce qu'il y a des preuves que ces points existent? Je ne vous ai pas montré d'équation, mais cependant, vous pouvez regarder au système solaire. Donc ici, le système solaire interne. Au milieu, vous voyez le Soleil, bien évidemment. Et en bas à gauche, il y a Jupiter. Maintenant, si vous imaginez un triangle équilatéral entre le Soleil et Jupiter, en fait, vous voyez ces points verts. Et les points verts sont des astéroïdes. Et ils s'accumulent ici parce que, en fait, L4 et L5 sont stables. Donc on peut voir ces dynamiques des points de Lagrange dans cette image. Mais il y a aussi d'autres applications des points de Lagrange en particulier. Vous voulez peut-être un télescope quelque part dans l'espace, de telle manière que le Soleil ne vous aveugle pas. Bien sûr, il y a la Terre. Si vous pouvez mettre un vaisseau derrière la Terre, on sera peut-être dans l'ombre de la Terre. Et ça, c'est le point de Lagrange L2. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce point est utilisé pour les télescopes. À l'eau. Mais bon, comme on sait que L2 est instable, on ne veut pas juste mettre le vaisseau là, mais en fait, on le met dans une orbite proche de L2. Cet exemple en particulier s'appelle une orbite halo. Donc à droite, on peut en fait voir l'orbite de côté. Le point bleu est la Terre. Et à gauche, on voit l'orbite du dessus. Donc on voit effectivement l'espèce d'ellipse que ça fait. Donc ça, c'est l'orbite du James Webb, télescope James Webb. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché pour ce télescope. Mais restez au courant. Un autre exemple qui est devenu assez connu, c'est le satellite relais chinois Kakao, qui est sur le point de Lagrange L2 entre la Terre et la Lune. Et il fonctionnait avec le vaisseau qui a atterri sur la Terre, Chang'e 4. Et ça permettait d'atteindre en fait leur alunisseur, même s'il était derrière la Lune. Et invisible depuis la Terre. Pas atteignable depuis la Terre en termes de... Pas de ligne de vue depuis la Terre. Maintenant, parlons de la capture balistique. Tout ce travail a commencé au début des années 90 et c'est la mission Hitan. C'est une mission japonaise d'une sonde lunaire avec un petit orbiteur à l'intérieur qui s'est séparé. Et en fait, c'était supposé entrer une orbite autour de la Lune. Malheureusement, la manœuvre a été ratée. Ils n'avaient pas le delta V correct et l'orbiteur a été perdu après la manœuvre. Mais la sonde principale n'avait pas assez d'essence pour atteindre la Lune. C'est un problème, c'est un risque que vous devez prendre à chaque fois. L'équipe était dévastée, bien sûr, mais deux personnes du GPL, donc la NASA, et ils travaillaient sur des orbites un peu étranges, et des orbites de capture balistique. Et en fait, ils en ont trouvé une pour la sonde Hitan. Et ils ont envoyé ça aux Japonais. Et ils ont en fait utilisé cette orbite pour réussir à orbiter autour de la Lune. Et ils ont réussi à faire ça 8 mois après, enfin plusieurs mois après, au lieu des jours, de quelques jours prévus au départ. Donc, un transfert normal vers la Lune dure normalement 3 jours et celui-là a pris plusieurs mois. Et la raison pour ça, c'est que c'est vraiment bizarre la manière dont cette manœuvre ressemble. Donc voici un schéma. Vous pouvez voir que la Terre est plus ou moins au milieu et que la Lune est plus ou moins vers la droite. La gauche, pardon. Et L2, c'est le point de Lagrange entre la Terre et le Soleil. Vous pouvez voir que
l'orbite est à peu près deux parties. Premièrement, on quitte la Terre, on va dans une direction complètement différente de la Lune. Ensuite, ça fait quelque chose de bizarre. Et dans la partie supérieure de l'image, on voit qu'il y a une manœuvre, donc on applique de la poussée, de propulsion. On change d'orbite et cette orbite a directement dirigé le vaisseau vers la Lune. Avec du coup une trajectoire qui a permis à la Lune de capturer le vaisseau. Bien sûr, ceci n'est pas possible dans un problème à deux corps, mais vous pouvez réussir ça avec un problème à trois corps. Ok. Alors qu'est-ce qu'on entend par capture? Quand on pense un petit peu plus abstraitement, l'idée c'est que bien, nous avons le Soleil et le Mars et le vaisseau. Alors l'orbite qui nous intéresse, c'est celle du vaisseau. À un point donné dans le temps, on pourrait décider que on oublie le Soleil et se concentrer sur un problème à deux corps entre Mars et le vaisseau. En effet, à ce moment dans le temps, la position du vaisseau par rapport au Mars, l'orbite est déterminée par Mars dans un problème à deux corps. La vitesse va être très importante, c'est celle qu'on va représenter sur la ligne pointillée ici. Et d'ordinaire, vous auriez une orbite hyperbolaire, mais bon, c'est juste une approximation, puisque dans un problème à deux corps, les mouvements sont différents. Mais plus tard, il pourrait se trouver que on continue sur une forme d'orbite, et avec une construction similaire, en ignorant l'influence du Soleil, on pourrait trouver que le vaisseau, soudainement, est dans une orbite elliptique autour de Mars. Ce qui signifie que si on laisse de côté le Soleil, l'orbite du vaisseau serait capturée par Mars, ce qui nous intéresserait beaucoup. Alors ce phénomène, quand il arrive, c'est ce qu'on appelle une capture temporaire. Temporaire parce que le vaisseau pourrait en sortir à un certain moment, puisque le mouvement réel dépend du problème à trois corps qui est très compliqué. Mais pour ce moment au moins, il y a une capture. Et ce qu'on veut, c'est trouver une manière de, peut-être un algorithme, de se retrouver dans cette situation qui nous intéresse. La notion qui nous intéresse ici, c'est la stabilité n, la n-stabilité. On regarde un problème à trois corps, on veut aller par exemple sur Mars, et on trace un trait comme sur le chemin, et sur ce trait on va prendre un point x qui a une certaine distance à Mars, et on va prendre une vitesse perpendiculaire, une vélocité perpendiculaire à cette ligne, de telle façon à ce que cette distance au point x corresponde à une ellipse autour de Mars. Ensuite, on regarde le problème. Comme un problème à trois corps avec le vaisseau. Afin de se retrouver sur cette orbite qui nous intéresse. Ce qui peut se passer, c'est que, après avoir fait le tour de Mars une fois, le vaisseau retouche la ligne à nouveau. Et dans ce cas-là, on peut refaire la même construction en oubliant le Soleil, on va faire un problème à deux corps. Et à ce point, il est possible qu'on ait encore une orbite qui passe par ce point. Là, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque ça veut dire que si on arrive à atteindre ce point X, alors on peut suivre une orbite, et on sait qu'on va faire le tour de Mars une fois, et qu'il y a une capture temporaire qui correspond à un problème à deux corps. Alors soit on est capable de faire le tour de Mars deux fois, alors c'est ce qu'on appelle un point de stabilité 2. Et une orbite comme ça correspond à quelque chose qu'on peut utiliser puisqu'elle nous permet de faire le tour de Mars un certain nombre de fois. Mais bon, c'est aussi possible que ce soit un point instable, ce qui signifie que on va faire une ellipse autour de Mars, mais que si on continue cette orbite et qu'on prend en compte les troisièmes corps, en particulier le Soleil, le vaisseau va sortir de cette orbite. Et c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle un point instable.
Et enfin, il y a une autre chose qu'on peut faire. C'est quelque chose en fait assez commun à faire. C'est au lieu de résoudre le problème en allant vers l'avant, on peut faire au contraire aller un retour. En fait, vous prenez le point le plus avancé dans le temps et vous résolvez le problème à l'envers. Pour retrouver le point qui correspondrait à une ellipse qui vous intéresse, et vous remontez pour vous rapprocher du Soleil. C'est ce qu'on appelle un point instable dans le passé. Et ça, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que on peut prendre ces différents concepts et construire une orbite avec eux. L'idée, c'est que on va choisir un point X qui est instable, par exemple qui va faire le tour de Mars 6 fois, un nombre qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit en bleu sur le graphique. Mais quand on remonte dans le temps pour voir comment y arriver, on voit que ça quitte Mars, que ça ne se revient pas d'une façon elliptique autour de Mars. Ça, c'est la partie en rouge. Ensuite, on considère un point Y sur cette courbe, assez loin de Mars, un point qu'on peut choisir. Et là, on considère un transfert Hohmann pour aller de la Terre jusqu'à ce point Y. Et donc notre orbite est comprise de trois parties maintenant. Le transfert Hohmann, mais qui ne vise pas Mars, mais ce point Y. Ensuite, on fait une manœuvre arrivée à ce point Y, puisqu'on veut passer à cette orbite rouge. Et celle-ci va nous amener au point X, auquel on sait, parce qu'on l'a construit de telle façon, que le vaisseau va continuer à faire une rotation autour de Mars pendant au moins 7 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au point X, il n'y a pas de manœuvre qu'il faut nécessaire de faire pour avoir cette propriété. Ça, c'est un scénario de mission tout à fait crédible. Et la manière dont c'est fait, généralement, c'est que vous pouvez calculer ce point X avec les propriétés qui vous intéressent, une stabilité, une instabilité d'un certain nombre et aussi une instabilité dans le passé. Et une fois qu'on a ce point, vous pouvez construire cette trajectoire. On va regarder un exemple plus concret maintenant. Donc voici ça, c'est pour la Mars et la Terre. À gauche, vous voyez les deux orbites circulaires de Mars et de la Terre. Et à droite, vous voyez la même orbite, mais d'un point de vue centré sur Mars. Donc la mission commence sur la gauche, avec le transfert de Hohmann, c'est la ligne noire sur le schéma de gauche. Donc on arrive ensuite à un point XC. Donc ce point est plutôt loin de Mars. Ici on fait une manœuvre, on passe sur l'orbite rouge, qui nous empêche d'avoir notre point XC plus proche de Mars, à partir duquel on va pouvoir commencer à orbiter autour de Mars. Et le point X, en fait, il est au-dessus, en haut de l'image. Et ensuite, à droite, l'orbite a l'air vraiment étrange. L'orbite rouge, c'est l'orbite de capture qui va nous permettre d'aller sur Mars. Et si vous regardez vraiment bien, vous pouvez voir qu'on tourne autour de Mars 6 fois. Et durant ces 6 rotations autour de Mars, on peut faire des expériences. Peut-être que c'est suffisant pour ce qu'on essaie de faire, mais cependant, si on veut rester là, on est obligé d'exécuter une autre manœuvre pour rester autour de Mars. Et je veux dire, le principe a l'air simple, mais on doit quand même faire quelques calculs. On doit vérifier comment on est bon. Et en fait, il y a quelques paramètres que vous pouvez choisir, en particulier la cible
le point X a une certaine distance que vous visez autour de Mars. Et vous voyez que c'est seulement bon si cette altitude, ces distances sont suffisamment grandes. Si elles sont suffisamment grandes, vous pouvez sauvegarder jusqu'à 23% de votre delta V, votre poussée, ce qui est énorme. Généralement, en réalité, c'est pas aussi bon que ça. Avec une distance plus faible, vous ne pouvez pas sauvegarder de delta V du tout. Donc il y a toujours des compromis à faire. Cependant, il y a un autre avantage. Si vous vous souvenez de ce point Y, de ce point Y, on a choisi ce point Y sur l'orbite rouge, qui était sur le schéma de gauche avant. Et ça veut dire que notre transfert de Mann n'a pas besoin de directement viser Mars. Il peut en fait viser n'importe quel point de cette orbite de capture. Donc on a plein de transferts de Mann qu'on peut utiliser pour arriver là. On a du coup une fenêtre pour changer d'orbite beaucoup plus large. Donc au lieu que ce soit tous les 26 mois, eh ben on peut faire ça beaucoup plus souvent. Cependant, il y a un petit problème. Si vous regardez sur le graphe très bien, vous avez peut-être vu que l'orbite rouge prenait les 3/4 de la rotation de Mars. Et ça correspond à peu près 400 jours. Donc ça a beaucoup de temps. Donc vous ne voulez sans doute pas utiliser ça avec des humains à bord. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Mais en principe, il y a des moyens de faire ça, de rendre ça plus court. Mais en général, ça prend beaucoup de temps. Donc regardons un véritable exemple. Encore une fois, c'est Bepi Colombo à nouveau. Le point vert est Mercure. Donc c'est un zoom de l'animation précédente. Et donc la ligne violette est l'orbite. Et on voit qu'elle est un peu étrange. Les premiers mouvements autour de Mercure utilisent la gravité pour ralentir. Ensuite, on a une orbite de capture. Donc c'est le point de départ qui est difficile à trouver. Mais quand l'animation se termine, c'est quand on arrive au point où le vaisseau est capturé temporairement. Une altitude de 180 000 km au-dessus de Mercure, ce qui est assez élevé mais suffisant pour une mission. Et en fait, ils font des manœuvres supplémentaires pour rester autour de Mercure. Ok. Dans les dernières minutes, regardons comment est-ce qu'on pourrait étendre tout ça. On pourrait essayer de rendre ça plus général. Ce concept est appelé un réseau de transport, système de transport interplanétaire. Et c'est similaire à ce qu'on vient juste de voir. L'idée, c'est qu'en fait, cette orbite de capture fait partie d'une collection d'orbites qui ont des propriétés qui nous permettent de rentrer sur Mars ou de quitter Mars. Il y a la dynamique des points de Lagrange, en particulier L1, entre les deux masses. Et si vous menez l'enquête sur ces points de Lagrange, vous pouvez voir qu'il y a différentes orbites. Et si vous comprenez ça, vous pouvez en fait essayer de l'autre côté des points de Lagrange. Donc on passe de Mars vers le Soleil et on fait quelque chose de similaire là. On trouve des orbites similaires autour du Soleil et qui utilisent des points de Lagrange de manière similaire. Ensuite, on a déjà des orbites qui se rejoignent à L1 et on est peut-être capable de les connecter, peut-être. Et ensuite, on a juste besoin d'atteindre l'orbite du Soleil. Et si vous trouvez un moyen de faire ça, vous pouvez vous débarrasser du transfert de Mann et réduire votre delta V encore plus. Le problème, c'est que c'est difficile de trouver toutes ces orbites.
Et bien sûr, vous avez besoin de connecter ces orbites ensemble. Quand vous approchez le point de Lagrange L1, vous pouvez facilement changer d'orbite, mais vous ne voulez pas attendre très longtemps au niveau du point de Lagrange. Donc voici une image de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a le Soleil, Mars, et on a les deux points de Lagrange L1 et L2 entre Mars et le Soleil. L'orbite rouge est une extension de cette orbite de capture qu'on a déjà vue. Donc dans le passé, en fait, ça va vers un point de Lagrange. Je n'ai pas expliqué cela, mais il y a plein d'orbites possibles autour de L1, mais elles sont toutes instables. Cette orbite que j'ai utilisée dans cette image, elle approche ces orbites autour de L1. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, au niveau du Soleil. On prend ces orbites, on les connecte, et quand on est sur l'orbite noire, on fait quelques manœuvres pour changer d'orbite. Et donc on a à peu près une connexion pour aller de Mars au Soleil. Donc ça, c'est l'idée, c'est la procédure générale, mais bien sûr, c'est difficile. Et voilà, au bout du compte, vous avez besoin de faire beaucoup de calculs. Comme j'ai dit au début, c'est juste un aperçu. Il y a plein de détails. N'essayez pas de lancer votre propre mission. Et voilà, avec tout ça, j'aimerais vous remercier et je suis ouvert à vos questions. Merci Sven pour cette présentation très intéressante. On a quelques minutes pour les questions. Merci de vous présenter auprès des micros si vous avez des questions. On va commencer par le micro numéro 1. Ok. Quels sont les problèmes associés autour du point de Lagrange L1? Est-ce que c'est aussi possible? Est-ce que vous pourrez faire ces manœuvres par exemple avec L2? Oui, tout à fait. En principe, je ne vous ai pas montré tout ce qui se passe là, mais ce genre d'orbite existe autour de L1, mais aussi à L2. Et en principe, vous pourriez, de cette façon, quitter un problème à deux corps pour trouver une orbite comme ça. Mais bien sûr, les détails seraient différents. Vous ne pouvez pas utiliser tous vos calculs que vous avez fait pour L1 pour les transférer sur L2. Il va falloir recommencer une nouvelle fois les calculs. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce genre de transfert dans Kerbal Space Program? Alors, Hohmann Transfer, bien sûr. Utiliser la gravité aussi. Mais le problème d'être encore, non, pas vraiment. Parce que la manière dont Kerbal Space Program, sans mode en tout cas, fonctionne, c'est qu'il passe d'un système de gravité à l'autre. Donc ce que j'ai décrit tout à l'heure comme des solutions de patch, où on a dû retravailler nos situations pour considérer plus de force de gravité, c'est la manière dont la physique est implémentée dans Kerbal Space Program. Donc on ne peut pas vraiment faire de transfert interplanétaire dedans, mais je crois cependant qu'il y a un mode qui permet de faire ça. Mais peut-être que ça va beaucoup faire souffrir votre ordinateur. Bonjour, j'ai en fait deux questions et j'espère que c'est bon. Première question c'est, je me demande comment vous faites vos calculs pratiques. Vous avez dit qu'il y a le problème à deux corps et des solutions que vous pouvez calculer avec le problème à deux corps. Ensuite, il y a le problème à trois corps. Et j'imagine qu'il y a un problème à n corps. À quoi ça ressemble, comment vous faites du problème à n corps? Et la seconde question, c'est vous réduisez delta V de près 15% et que vous dites que c'est énorme. Et donc, quel effet ça a sur la charge utile? Alors, concernant la première question, en principe, si vous faites un plan pour une mission,
Vous devez calculer tous ces paramètres. Vous, vous concevez un plan général de ce que vous voulez faire. Mais à la fin, évidemment, il y a beaucoup de corps avec une certaine masse dans le système solaire. Et il va falloir tous les incorporer dans vos calculs. Au final, il va falloir faire des recherches numériques très compliquées dans un problème avec n corps. Et il va falloir aussi incorporer d'autres effets, comme par exemple les radiations solaires, qui peuvent avoir une influence sur votre orbite. Il y a beaucoup d'effets de ce genre. Ainsi, quand vous avez à peu près une idée de ce que vous voulez faire, vous allez devoir prendre votre simulateur physique pour faire un problème à n corps, et ensuite faire beaucoup de recherches numériques là-dessus. Mais il faut bien trouver un point de départ. C'est pour ça qu'on utilise ces simplifications. Et après, il faut s'en servir pour arriver à la solution ultime. Mais c'est effectivement beaucoup de calculs. Quant à la seconde question, vous pouvez me la rappeler? Donc la seconde question était, donc réduire la delta V par 15%, quel effet ça a sur la charge utile? Alors, si vous avez besoin de 15% de moins de carburant, alors vous avez 15% de plus de poids que vous pouvez prendre comme charge active. Par exemple, de nouveaux instruments physiques. Et une chose que vous pouvez faire, c'est conserver ce carburant, mais l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, dans le télescope James Webb, qui circule autour de cette orbite en forme de halo, c'est une orbite instable. Donc le James Webb, télescope James Webb, fait quelques manœuvres par an pour rester sur cette orbite. Et comme ils ont un nombre limité de carburant, au bout d'un moment, ce sera plus possible. Mais avoir réduit le carburant nécessaire en delta V, ça leur a permis de rallonger la durée de vie de la mission. Quand vous faites une mission de ce genre, donc j'imagine que parfois ça se passe exactement comme vous l'avez calculé à l'avance. Quelle précision vous pouvez atteindre pour calculer la position et la vitesse d'un vaisseau? Quelle est la résolution? Alors pour Mars, je suis pas précisément sûr du degré de précision, mais par exemple, si vous avez une mission d'observation de la Terre qui en orbite autour de la Terre, vous pouvez avoir une orbite assez précise, qui est assez bonne pour prendre des photos de la Terre, par exemple. Ça vous permet de mesurer... il est possible de mesurer l'orbite suffisamment bien, de la calculer suffisamment bien, pour prévoir, par exemple, 2 semaines à l'avance l'évolution de l'orbite, ce qui est intéressant. Cependant, je ne peux pas vous donner vraiment de nombres précis sur ce sujet, mais ça va dépendre de la situation. Pour Mars, par exemple, comme c'est assez loin, je dirais que c'est quelque chose un peu moins que pour la Terre. Ok, une question très courte. Merci pour votre présentation. Petite question. Vous avez dit que vous faites votre planification de votre voyage avec des problèmes à 2 corps et des problèmes à 3 corps. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des trucs pour le problème à 4 corps, des points de Lagrange? Oui. En fait, je travaille actuellement sur le sujet, je n'ai pas encore la réponse. Le problème à 3 corps est déjà très compliqué, à mon avis en tout cas. Et j'ai jamais encore trouvé cette solution pour un problème à 4 corps. Cependant, au plus on augmente le nombre de corps, il y a des solutions au moins symétriques qu'on peut trouver. Mais c'est quelque chose d'un petit peu différent des points de Lagrange. Ouais. Merci de nous avoir suivis pour cette traduction française délivrée par Louis et Damok.